Bienvenue sur votre émission Si on en parlait qui reçoit aujourd'hui le ministre d'État, M. Mamour Cissé, leader du PSD Djantbi. M. Cissé, merci d'avoir accepté notre invitation. L'actualité, vous le savez, il y a le retour de Talla Sylla, leader politique, qui propose un référendum sur la candidature du président Abdoulaye Wade. Qu'est-ce que cela vous inspire? Tout d'abord, je tiens à vous remercier pour cette invite. Dire que aussi je suis agréablement surpris de voir tout le matériel et tout ce qui se passe à TFM. Ceci étant dit, la question que vous me posez, je respecte le point de vue de Talla Sylla. Cependant, je peux ne pas le partager pour différentes raisons. Nous sommes déjà à 90 jours de ces élections. Et ensuite, je pense que ce qu'il y avait à être réglé, il n'en reste qu'une. C'est-à-dire la saisine du Conseil constitutionnel pour valider les candidatures qui lui seront proposées. Donc, je respecte le point de vue de Talla Sylla, mais je ne partage pas. Oui, mais Talla Sylla estime que, comme beaucoup de Sénégalais, puisque la candidature du président Abdoulaye Wade pose polémique, il y a des constitutionnalistes qui disent qu'elle n'est pas valable, d'autres défendent un point de vue contraire. Est-ce qu'il ne faudrait pas demander aux Sénégalais aujourd'hui qu'est-ce qu'ils pensent de la candidature? Comme ça, la question sera tranchée. Mais Alsan, c'est encore une fois ce que j'ai dit. Cela suppose donc différer les élections. Le président de la République a convoqué déjà le corps électoral. Les gens sont prêts à aller. Et toutes les mesures et toutes les dispositions ont été prises pour permettre aux Sénégalais d'aller voter en février. Donc, à 90 jours de ces élections-là, demander à ce qu'il y ait un référendum. D'abord, nous n'avons pas cet argent-là. Ensuite, à supposer même que cela soit, mais je ne vois pas la pertinence aujourd'hui de poser la question. Mais une république fonctionne dans les règles de l'art. Il y a aujourd'hui qu'on a conféré cette responsabilité de valider ou d'invalider les candidatures à une institution. Et donc, c'est à la Constitution du Sénégal. Essayons, Alassane, de respecter d'abord les fondamentaux de notre Constitution. La Constitution confère, pour le cas d'espèce, au Conseil constitutionnel l'appréciation de tout cela. Mais écoutez, attendons que ce Conseil constitutionnel se prononce là-dessus. Un Conseil déjà sous pression, parce que certains partisans du président Abdoulaye Wade pensent que le Conseil doit valider sa candidature, d'autres ont d'autres positions contraires. Le Conseil constitutionnel semble être entre le marteau et l'enclume. Mais heureusement que ces 5 sages, et c'est pas un vain mot de le taxer de 5 sages, de les qualifier de 5 sages, auront toute la sérénité pour apprécier et lire le droit, rien que le droit. Et maintenant, on peut comprendre que les partisans de la majorité puissent dire qu'il n'y a pas d'autre possibilité que de valider la candidature du président de la République, dans la mesure où l'appréciation qu'ils font de ces textes-là dit qu'il n'y a pas de rétroactivité et que notre candidat est dans son bon droit pour se présenter. D'autres, je les comprends, puisqu'ils sont dans l'opposition, c'est de bonne guerre qu'ils puissent invoquer cela. Mais Alsan, j'ai eu à le dire récemment au Parcelles Assainies. Mais je suis un lutteur, je sais pertinemment que Alassane Samba Diop, qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il neige, je vous battrai parce que le jour où on sera à l'arène, mais je n'ai pas besoin, en toute bonne foi, de vous déclarer persona non grata ou de dire que vous n'allez pas compétir parce que simplement, ça peut nous déranger. Ils crient partout qu'ils ont une majorité au Sénégal. Nom de Dieu. Laissons au Conseil constitutionnel ou allons en compétition. Parce que au moins, ce qui m'est sûr et certain, c'est que ces élections seront transparentes et démocratiques. Ce n'est pas pour rien que les partenaires extérieurs, notamment l'Union européenne, a été impliquée dans tout le processus. Ça va être les élections les plus transparentes et les plus démocratiques que le Sénégal n'ait jamais vécues. Alors faisons confiance au peuple sénégalais et nos guides aussi pour tempérer. Parce que nous sommes aujourd'hui dans un système, un environnement international où forcément des impacts négatifs ou positifs peuvent influer sur le devenir du pays. Nous sommes un pays sous-développé qui a énormément d'urgences à régler. Les investisseurs directs étrangers risquent de ne pas venir parce que on est avec des jusqu'au-boutistes
des gens, des va-t-en-guerre qui risquent aujourd'hui de nous créer plus de problèmes qu'il n'en faut. Rendez-vous compte aujourd'hui que cette crise-là n'est pas spécifique au Sénégal. En France, aujourd'hui, il y a 3 millions de mal lotis, dont 700 000 non logés. Je parle de la France, qui est un de nos partenaires stratégiques. Aujourd'hui, en Espagne, il y a 3 chômeurs sur 10 Espagnols. Les Espagnols empruntent aujourd'hui sur 10 ans à plus de 8,75%, c'est-à-dire les mêmes taux, sinon plus que le Sénégal. Mais le fait d'être dans cette logique de confrontation ne peut que nous desservir. Et, comme le dit quelqu'un, nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes. Parce que les actes qui sont posés aujourd'hui, mais à supposer que ces gens-là puissent venir au pouvoir, mais qu'ils ne voient qu'ils aient pris énormément d'engagements avec le peuple sénégalais. Mais avec quoi ils vont financer tous ces engagements-là? Si la défiance est de mise, parce que les investisseurs arrêtent de le faire. Ensuite, je pense que ce n'est pas les priorités qui manquent dans ce pays pour que tous les jours qu'on nous parle de la recevabilité de la candidature d'Abdoulaye Wade, des échéances à 90 jours. C'est pas possible. Les hommes d'affaires ont besoin d'un environnement sécurisé, serein, pour pouvoir entreprendre, parce que la création de richesses passera forcément par l'entreprise. Oui, mais parce que beaucoup estiment qu'aujourd'hui la stabilité du pays passe par une candidature d'Abdoulaye Wade rejetée ou acceptée, parce que aussi c'est important, la politique, la stabilité d'un pays, ça aide beaucoup à ce que ce pays, du point de vue économique, avance, sauf qu'en Espagne et dans d'autres pays, les gens cherchent quand même des solutions par rapport à la crise. Mais vous disiez tantôt que nous irons vers des élections transparentes, des élections les plus libres qui soient. Mais certains contestent cette affaire et disent qu'aujourd'hui, qu'Abdoulaye Wade a refusé le bulletin unique qui permettait justement d'aller vers des élections beaucoup plus transparentes, moins coûteuses en termes de dépenses concernant les bulletins de vote. Alassane, si on avait 2 ou 3 candidats, j'aurais accepté, j'allais être le premier à applaudir pour demander les bulletins uniques. J'ai été témoin de beaucoup de choses. J'ai observé des élections en Guinée-Bissau, au Niger. J'ai vu l'impact négatif des bulletins multiples, des bulletins uniques sur les processus démocratiques. Pourquoi? Parce que dans nos pays, le propre c'est que 70, pour ne pas dire 90% de la population est analphabète. C'est sous forme d'empreinte qu'ils doivent valider le bulletin de leur candidat ou la photo de leur candidat. C'est pas toujours évident si vous avez 12, 17, 18. Mais la photo permet de reconnaître le candidat. Mais sur une dimension, vous ne pouvez pas avoir une photo sur du, comment on dit, A4. C'est pas possible. Donc dès l'instant que vous n'avez pas la photo sur une A4, il est très difficile. Alassane, vous êtes un intellectuel, c'est possible, et c'est le moins qu'on puisse dire, que vous puissiez identifier rapidement le candidat de votre choix, etc. Mais c'est pas toujours évident parce que je l'ai vécu, j'ai été observateur. Ceci a permis d'abord sur le Niger, sur 72 heures, pour ne pas dire 4 jours, de ne pas disposer d'informations fiables quant à ces élections-là. C'est un problème. En Guinée-Bissau, ça a été pire. Moi, je ne suis pas pour les bulletins uniques. Et à supposer, quel est le problème? Dès l'instant que... Mais voyez-vous, la couverture médiatique que vous avez faite lors de ces élections municipales, et même présidentielles, ont permis à ce que les Sénégalais puissent avoir en temps réel la totalité des informations partout. Mais c'est à ce moment-là, et à ce moment-là seulement, qu'il faudra faire confiance aux Sénégalais. Et ils auront à se prononcer comme il se doit. L'autre interrogation que vous disiez tout à l'heure, nous sommes dans un environnement où effectivement, ces élections, parce qu'ils auront un impact et une influence sur notre devenir, d'autres ont tout intérêt aujourd'hui à être dans cette logique de contestation. Mais qui a intérêt aujourd'hui à brûler le Sénégal? C'est peut-être ceux qui ont des échéances immédiates. Le Sénégal, qu'on le veuille ou non, vivra au lendemain de février. Ce Sénégal-là ne nous appartient pas, nous l'avons emprunté à nous, aux générations futures. Est-ce qu'on aura la capacité de le rendre en mieux, du point de vue des infrastructures, du point de vue de la macroéconomie, du point de vue social, économique, etc. Mais ça dépendra de notre capacité aujourd'hui à transcender, à dépasser un certain nombre de choses. Mais que Jean ou Paul, compte tenu du fait qu'il a des échéances immédiates, qu'on accepte qu'il brûle le Sénégal,
je ne peux pas le partager. Mais est-ce que vous pensez pas qu'Abdoulaye Wade, à son âge, aujourd'hui, vu son expérience, aussi sur le plan politique, est le premier gage de la sécurité et de la paix dans ce pays? Mais tout à fait. Mais je suis d'accord, et c'est la raison pour laquelle je pense qu'il a appelé au dialogue lors de la Tabaski. Il l'a fait il y a 1 an. Le problème qui se pose, c'est que les gens, c'est pas de décence. Je ne suis pas d'accord qu'on me dise, oui, il faut. Et je pense que s'il est têtu comme moi, il n'acceptera jamais qu'on lui mette un couteau à la gorge. La liberté de penser et de ton est quand même, fait partie intégrante de l'individu. Moi, il y a des choses que je ne peux pas accepter. Et au nom de quoi devrait-on se réveiller pour décréter que Alassane Samba Diop ne passera plus aujourd'hui à TFM? Parce que je l'aurais décidé. Ça veut dire quoi? Nous sommes en démocratie. On a déjà s'appuie sur la loi. Il parle de la loi. Mais cette loi-là, on l'interprète comme on veut. Et selon le camp où on est. C'est la raison pour laquelle, dès l'instant que tout le monde s'est prononcé là-dessus, et tout le monde a pensé que son candidat était dans les bonnes dispositions, mais laissons maintenant l'arbitre lire le droit. Mais quand même, si vous avez des constitutionnalistes qui ont travaillé sur le projet, qui ont rédigé la Constitution avec le président Abdoulaye Wade, comme le professeur Babacar Gueye, qui est connu, reconnu dans le monde comme étant l'un des grands constitutionnalistes de ce pays, Pape Dembessi, qui a travaillé avec lui, qui a rédigé la Constitution avec lui, eux tous disent que sa candidature n'est pas valable. C'est quand même des gens qui ont écrit la Constitution avec le président. Mais c'est pas... Je ne peux pas aujourd'hui me fier à leurs propos pour en faire vraiment ma bréviaire ou une Bible. Ces gens-là, par leur démarche, sont forcément partisans. Le premier a eu à travailler aux côtés du président de la République. Pourquoi aujourd'hui il est comme ça, je ne sais pas. Le deuxième, je pense qu'il a même été coopté quelque part comme responsable de la médiation ou responsable de la recevabilité de la candidature d'une structure qui était parallèle à Benon. Donc, ces gens-là posent des actes partisans. Mais ça, c'est bien après. Non, les actes qu'ils posent, quel est aujourd'hui le crédit à donner à ces gens-là? Parce que, de l'autre côté, le professeur Mariel Zonke dit que mais la recevabilité de la candidature... Une éminence grise de la Constitution mondiale qui s'appelle Guy Carcassonne. Aujourd'hui, Guy Carcassonne. C'est une chose, mais je dis que pourquoi parler de Guy Carcassonne quand on ne peut pas aussi nous référer à Jacques-Mariel Zonke qui a eu à dire que la recevabilité de la candidature de Wade ne souffre d'aucun doute. Mais ensuite, moi je dis que cela me... Zonke parle plus de l'incompétence du Conseil constitutionnel. Et un séminaire a été fait, le Conseil a dit qu'il est bien compétent pour faire ce travail-là. Le Conseil constitutionnel aura à se prononcer à tête reposée sur la recevabilité de la candidature de Wade. Mais je dis, aujourd'hui j'aurais compris. Pourquoi, nom de Dieu, demander à ce qu'un acteur soit exclu du jeu parce que simplement on leur a décrété. Là, ceux qui prônent tout cela disent qu'ils ont une majorité au Sénégal. Mais attendons ces élections pour voir qu'il y a réellement la majorité au pays. Est-ce que vous pensez, Mamour Cissé, qu'il est raisonnable, à 90 ans, de vouloir briguer le suffrage des Sénégalais où il y a plus de 55% ou de 70% de jeunes? Vous savez, je vais vous dire une chose. Par décence, ça me gêne de parler d'âge. Mais pour le cas d'espèce... On en parle parce qu'on gère un pays. Mais pour le cas d'espèce, je vois, moi celui que je vois aujourd'hui, en l'occurrence le président Abdoulaye Wade, c'est même peut-être même un peu malaisé de le dire, a un rythme, une capacité aujourd'hui intellectuelle qui me pose problème. Il a une suite dans les idées. Il a des réminiscences qu'un homme de son âge ne peut pas forcément avoir. Le trou de mémoire aussi. Mais comment? Hier ou avant-hier, j'avais une réunion, je l'ai oublié parce que simplement, j'avais pas mon secrétariat pour m'informer de telle ou telle chose. L'erreur est humaine, encore moins. Le problème ici, c'est qu'on gère un pays avec 12 millions d'habitants. C'est pas un secrétariat, c'est un pays qu'on gère. Mais heureusement que c'est pas un individu qui gère un pays. Et puis un président de la République définit les grandes orientations du pays. Et il appartient maintenant à un gouvernement, en l'occurrence le Premier ministre et ses démembrements, de faire le travail qu'il faut. Vous définissez les grandes orientations, vous arbitrez. Mais vous n'avez pas. Mais heureusement qu'on n'a pas un président qui est là H24 pour faire tout le boulot des autres. Mais c'est ce qui se passe avec un régime présidentiel comme le Sénégal. Non. Où le président décide de tout. Au contraire. Je vous donne une anecdote. Je vous raconte une anecdote. Mais aujourd'hui, beaucoup de gens pensent que le président Abdoulaye Wade peut, du jour au lendemain, faire venir Alassane Samba Diop et lui signer un chèque
de 80 milliards de francs CFA. La signature aujourd'hui du Sénégal appartient au ministre de l'économie et des finances, qui a, pour le cas d'espèce, plus puissant que le président de la République. Mais le président distribue de l'argent au palais. Non, ça c'est sa caisse noire, qui n'a pas de caisse noire. Mais pour revenir à votre question, Abdoulaye Wade aujourd'hui, c'est moins son âge qui doit poser problème que sa capacité. C'est important. C'est une chose, je dis, que sa capacité à pouvoir gouverner, à régler le problème du Sénégal. Moi, je vois quelqu'un qui, vous discutez d'économie aujourd'hui, de l'économie, il peut passer aux mathématiques, à plus forte raison, aux arts et à la culture. Mais celui-là, quand on me dit qu'il est grincheux, gâteux, il ne peut plus gouverner le pays, cela me pose un problème. Ensuite, Alassane, au nom de quoi devrions-nous avoir le monopole du cœur? Laissons au peuple sénégalais d'apprécier et de dire, si Wade leur convient, mais ils lui donneront une majorité. S'il ne leur convient pas, mais on le donnera à Jean Paul. C'est important de faire la part des choses. Les gens ont eu à dire, regardez, moi, il y a 1 an, 2 ans, j'ai vu dans des journaux titrés que Wade a racheté les dents de la mer pour sa famille. Que nenni. Aujourd'hui, on se rend compte que, mais c'était par souci de préserver un patrimoine, parce que Senghor est un patrimoine. À plus forte raison, c'est bien qu'ils sont autant un patrimoine. Le fait d'en faire aujourd'hui un musée permet à tous ceux qui vont aller là-bas, mais de rencontrer cet homme exceptionnel qu'est Senghor. Il l'a consacré comme Colombelli des 2 églises. Mais qu'est-ce qu'on n'a pas raconté là-dessus? Qu'est-ce qu'on n'a pas raconté? Donc, des fois, il y a beaucoup d'intoxication. Ce qui est certain, et j'y crois fermement, Alassane, combien de fois j'ai eu à dire que le peuple sénégalais aujourd'hui est en avance sur ses politiques. Laissons au peuple sénégalais apprécier. Et ce peuple que j'ai vu, dont je fais partie, a cette capacité de faire ce qu'il y a à faire, de poser les actes qu'il y a à poser, mais sans problème, mais sécuriser aussi ce qu'il y a à sécuriser. Oui, mais le peuple sénégalais aussi est inquiet par rapport à la situation où il n'y a pas de dialogue entre le pouvoir et l'opposition. Le président Wade, dans 12 ans, a lancé des appels, plus d'une vingtaine d'appels, mais l'opposition n'a jamais cru à l'appel d'Abdoulaye Wade. Parce que pour eux, c'est justement des ruses qu'il est en train de faire, ou bien pour des conditions qui font que le dialogue ne peut pas avoir lieu. Bon, et tout récemment, il a dit qu'il voudrait donner Ousmane Tanor Dieng et Moussa Agnès, ministre d'État. Les gens pensent que c'est de la rigolade. Oui, mais vous savez, quand un dialogue, pour qu'il y ait un dialogue, il faut qu'il y ait de part et d'autre des dispositions. Le président de la République l'a fait. Je pense que quand même, ils auraient pu accepter ce dialogue-là jusqu'à preuve du contraire et prendre à témoin le peuple sénégalais. Ne pas de manque de sincérité. Non, c'est une chose. Moi, je dis, je te prends au mot. Vous m'appelez au dialogue. Mais je pense que le Sénégal est aujourd'hui à la croisée des chemins. Il y a énormément d'urgences sur lesquelles il y a une nécessité d'avoir au moins le point de vue de l'opposition sur les grandes orientations macroéconomiques. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une pertinence de rester toujours dans la zone franc? Les réserves que nous avons aujourd'hui avec la Banque centrale sont placées, est-ce que sont placées judicieusement? Quelle est aujourd'hui la politique diplomatique du pays, surtout au niveau de notre voisinage? C'est autant aujourd'hui d'actes, de grands principes sur lesquels un pouvoir aurait pu avoir vraiment l'oreille attentive de l'opposition pour qu'on le voie. Mais pour l'opposition, il n'y a pas eu justement de sincérité dans cet appel de dialogue. C'est souvent de la ruse à chaque fois que le président est dos au mur, appelle au dialogue. Non, là, quel est le président n'est pas dos au mur, il gouverne, il n'y a pas de problème au Sénégal. Il a pensé, compte tenu de ce que nous venions de dépasser, c'est-à-dire la Tabaski, qu'il fallait avoir une paix des braves, autant que faire se peut, mais avoir un consensus sur l'essentiel, mais aller aussi individuellement ou collectivement à notre dispersion à des élections présidentielles. Le mois de 23 juin quand même qui a eu lieu dans ce pays, qui a fait qu'aujourd'hui un projet qui était proposé a été retiré. Comme c'est important ça. Mais Alassane, c'est la raison pour laquelle je dis faisons confiance au peuple sénégalais. Ce peuple qui est descendu dans la rue le 23 parce qu'il n'était pas d'accord sur une forme de constitution, ce même peuple-là est capable demain, mais de voter positivement ou négativement, selon la sensibilité que nous avons. C'est la raison pour laquelle je dis, tout doit venir, tout doit débuter vis-à-vis du peuple sénégalais, tout doit retourner au peuple sénégalais. Faisons-lui confiance et laissons effectivement que le 23, qu'il puisse
apprécier, voter dans toute la sérénité parce que le Sénégal a besoin de sérénité. Mais une opposition hétéroclite qui n'a pas les mêmes ambitions, qui n'ont pas eu les mêmes parcours, où effectivement ceux-ci ont des préoccupations immédiates, d'autres ont une vision qui est toute différente, mais d'autres des anarchistes, ce mariage de la carpe du lapin pose problème. Regardez, ils ne peuvent pas aujourd'hui s'entendre sur l'essentiel. Et cet essentiel-là, d'autres l'ont bien compris et ils sont candidats aujourd'hui. Pourquoi vouloir forcément aujourd'hui? Ils ne peuvent pas avoir un candidat. Pourquoi? Mais parce que les échéances sont différentes. Les ambitions sont différentes. Il ne peut pas y avoir de cela. Pensez un seul instant que le Parti socialiste, tellement outillé, tellement structuré, va accepter du jour au lendemain que quelqu'un d'autre puisse porter sa candidature. Mais j'y ai jamais cru. Le problème aujourd'hui de Benno, c'est qu'ils n'ont pas eu le même parcours. Et c'est aujourd'hui un melting pot. Ceux qui sont aujourd'hui les plus irréductibles dans ce groupe-là ne vont pas aux élections. Ou des fois, ils n'ont même pas de siège. Donc, de l'activisme, tout le monde peut en faire. Mais il y a des propos qu'on n'entendra jamais de la bouche de Ousmane Tanor Dieng. Parce qu'il sait ce que c'est que le sens de l'État. Vous pensez que Ousmane Tanor Dieng et Moussa Dieng sont incapables de s'entendre? Enfin, attendons de voir. Mais pour l'instant, les actes qui sont posés ne rassurent guère ou ne vont pas vers une convergence d'idées pour avoir un Benno. Concernant le processus électoral, les opposants demandent aujourd'hui que le spray soit utilisé pour aller au vote, que l'encre indélébile est un problème et qu'aujourd'hui le pouvoir n'accepte pas qu'on use le spray pour éviter qu'il y ait des fraudes massives. Mais malgré ces contraintes qui ont été constatées aussi bien à Guinée-Bissau qu'au Niger, les élections sont très bien passées et ils ont utilisé l'encre indélébile. Et ça s'est passé, personne. Mais j'ai été agréablement surpris de voir des élections apaisées, démocratiques en Guinée-Bissau. Un pays qui était meurtri, qui est sorti de la guerre, et qui vit une situation économique extrêmement difficile, où le peuple a une dignité extraordinaire. Ces gens ont voté en rang dans une impeccable dynamique. Mais on peut le faire au Sénégal. Mais arrêtons de nous faire peur. Et puis chaque fois qu'il y a... on soulève énormément de problèmes subjectifs. Aujourd'hui c'est le spray, demain on va nous dire non que c'est... Non. Alsan, je fais confiance à TFM et à RFM. Je sais que vous allez rendre vous allez restituer les résultats en temps réel, mais dans toute la clarté et la sincérité avec vos collègues. Vous êtes en train d'ailleurs de préparer actuellement un séminaire dans ce sens. Mais faisons-nous confiance. Est-ce qu'il faudra qu'il y ait un consensus d'abord avant d'aller aux élections? Parce que si on a abouti à l'élection de 2000 avec l'alternance, c'est parce qu'il y a un consensus autour du code électoral de 1992. Est-ce qu'il ne faudrait pas qu'aujourd'hui que la classe politique sénégalaise soit consensuelle par rapport au processus électoral et confiance en lui pour qu'on puisse aller dans les élections non contestées? Mais j'ai entendu Abdou-Majid Ndiaye avant-hier et la restitution qui nous a été faite par le ministre des Élections hier au Conseil des ministres. Mais on est d'accord sur tout. Qui s'est surpris quand même que le PDS revienne sur le bulletin unique. Mais ce bulletin unique, moi-même, je ne suis pas d'accord. Donc, au contraire, pourquoi et comment le PDS a pu, cela me pose problème, qui a donné des instructions pour qu'ils acceptent cela? Mais au vécu, moi, en tout cas, ce que j'ai vécu, moi, en tant qu'observateur, chef adjoint de mission, me refroidit par rapport à ces bulletins uniques. Maintenant, on est d'accord sur l'essentiel. Il n'y a qu'un point d'échoppement, c'est sur ce bulletin unique. Mais, nom de Dieu, on a avancé. Mais dans les grandes démocraties, c'est l'administration qui s'en occupe et il n'y a pas de problème. Pourquoi chez nous, on doit avoir une démocratie au rabais, c'est tout le temps des problèmes? Non, le Sénégal a une tradition de vote. C'est un pays digne. Faisons confiance au peuple sénégalais qui a une capacité extraordinaire à rebondir chaque fois qu'on ne l'y attend pas. Parce que dans ces grandes démocraties, comme vous le dites, il n'y a pas de velléité de fraude. Les gens ne parlent pas. Le scrutin de 2007, aujourd'hui, un certain Bakar Ndiaye, qui était informaticien, était dans le camp du pouvoir, a dit que c'était une escroquerie électorale. Mais on vous parle d'élections transparentes. Vous pensez que George Bush avait gagné à Al Gore?
Il s'est passé des choses extraordinaires aux États-Unis. Ces gens-là sont mal placés aujourd'hui pour me donner des leçons de démocratie. Vous savez, ils ont pris actuellement des dispositions qui auront forcément des conséquences sur le vote à venir. On risque d'empêcher presque 3 millions de Noirs américains de pouvoir voter correctement. Parce que simplement, le dimanche, on va interdire maintenant de voter le dimanche. Ensuite, ces blacks seront obligés d'aller chercher des certificats de nationalité qui vont coûter plus de $60. Comment faire à ce moment-là? Ces gens-là vont nous donner des leçons de démocratie. Mais ce qui s'est passé en Libye, avec les forces de l'OTAN, qui n'avaient pas la même mission que ce qu'ils ont fini de faire en Libye. Ces gens-là sont très mal placés aujourd'hui pour me donner des leçons de démocratie. Moi, je fais confiance au peuple sénégalais, qui a une capacité extraordinaire à pouvoir réagir en heure et en temps réel. Faisons-lui confiance, mais faisons confiance aussi à cette presse indépendante que vous avez, dont vous représentez, et vous faites partie aujourd'hui de ces meilleures têtes. On vous respecte, votre émission est très bien suivie aujourd'hui. C'est à la hauteur de la crédibilité de votre émission. Mais ça n'empêche pas faisons confiance aux gens. La rencontre de difficultés dans son travail, parce qu'il y a eu des velléités d'interdire les radios et les télévisions de faire le travail qui a été fait en 2000, en 2007. Le ministre de la Communication a même voulu, en cet événement, fermer les radios. Mais aujourd'hui, malgré tout cela, vous existez. Et vous êtes devenu incontournable sur l'échiquier politique, sur l'espace audiovisuel sénégalais. C'est parce que vous avez mis l'accent sur la qualité. Les gens vous écoutent. Vous avez un programme intéressant, alléchant. Mais Alassane, ce pouvoir-là que vous dites qu'ils vous ont, au départ, créé des problèmes, est revenu sur tout cela. Peut-être quand on leur a expliqué les objectifs et comment ça se passait, les choses ont changé. Moi-même, en tant que parlementaire, on m'avait fait comprendre des choses. Est-ce que ce ne sont pas les mêmes choses qu'on avait fait comprendre à l'autorité pour qu'elle soit hésitante pour faire? Qu'est-ce que vous avez fait comprendre d'ailleurs que bon, c'était d'autres personnes qui étaient derrière cette télévision. Moi, je l'ai entendu. Ça, c'est le président qui l'a dit, sans preuve. Non. Est-ce que c'est le président? Moi, quand je l'entendais, ce n'était pas avec le président de la République. J'étais vice-président de l'Assemblée nationale, je présidais des sessions. Il y a eu c'est pour dire, l'intox est partout. Et si vraiment on avait intoxiqué le président de la République? Mais on peut poser, l'erreur est humaine. Mais à supposer de bonne foi que le président de la République s'est trompé. À supposer. Mais aujourd'hui, le mérite, c'est que vous existez. À ce niveau de responsabilité, il doit quand même avoir toutes les informations qu'il faut. Mais des erreurs, mais c'est une chose. Mais écoutez, Abdoulaye Wade n'est pas Dieu le Père. Il travaille sur la base des bulletins de renseignement, de ces sources-là. Si les sources sont pipées, quel est le problème? Mais ça arrive même au niveau de grandes démocraties. Regardez ce qui s'est passé avant-hier avec Standard & Poor's sur la France. On lui a retiré ses 3 ans. Mais parce qu'il y a eu quelque part de l'intox qui s'est passé. Les marchés ont frémi sur moins de 48, même pas 4 heures de temps. Mais ça aurait pu avoir des conséquences catastrophiques en France. Donc, vous êtes du métier et je ne vous apprends rien. Si on revient un peu sur votre coalition FAL 2012, il y a Djiboka qui a été nommé nouveau directeur général, nouveau délégué général de FAL 2012. Vous gérez la communication, la mobilisation avec Samir Abourisque. Comment comptez-vous travailler justement dans ce sens-là pour mobiliser les gens, surtout sur le plan de la communication, où il y a différents pôles de communication au niveau de l'État? Il faudra rationaliser tout cela. Et c'est la raison pour laquelle, moi, j'ai pas assisté à la dernière réunion, parce que je pense qu'il y a eu des problèmes pour convoquer les gens. Et donc, je n'avais pas eu le feedback. Demain, en principe, il y a une autre réunion qui est prévue. Mais l'idéal, pour moi, c'est effectivement de tendre une oreille attentive à ce qui est en train d'être fait par mon grand frère Sall, Maître Sall, pour essayer de rationaliser tout cela. Il ne faut pas qu'il y ait des cacophonies, que chacun tire de son côté. C'est pas pertinent. Parce que nous tous, nous travaillons pour la réélection du candidat Wade. L'idéal serait qu'on puisse harmoniser, rationaliser tout cela. Et je pense que dans les jours à venir, cela se fera. Est-ce que vous pensez que pour être réélu, s'il est déclaré candidat au Sénégal, compte tenu de la situation économique des Sénégalais, des marchands ambulants qui sont dans la rue, qui sont en train de manifester, qui ont même attaqué le palais de la justice hier, et ensuite des Sénégalais qui sont dans une crise financière énorme, où on n'arrive plus à manger 3 fois par jour, où les coupures d'électricité continuent, même s'il y a un léger mieux? Mais Alassane, vous me dépeigez un tableau que je ne vis pas réellement. Vous pouvez ne pas le vivre, vous, en tant que ministre d'État, pourquoi je l'ai dit? Mais les Sénégalais qui sont dans le laissez-moi vous répondre. À Guédiawaye, à Pékin. Mais laissez-moi vous le dire. Aujourd'hui, tout le monde constate
Moi, je fais partie des gens qui ont eu à critiquer au départ la manne financière qui était octroyée au plan TACAL. Parce que j'ai dit que TACAL risquait d'éteindre des secteurs sociaux de base. L'assainissement, la santé et autres. Mais aujourd'hui, tout le monde constate une amélioration notoire sur le réseau. Il y en a même qui oublient qu'on est passé par cette phase triste qui a plombé une croissance économique du Sénégal. Maintenant, qu'il y ait des difficultés, je l'ai dit tantôt, c'est pas propre au pays, au Sénégal. Pour la bonne et simple raison que c'est une crise mondiale. Les donnes changent, l'environnement change. L'Europe connaît aujourd'hui une extrême pauvreté du fait aujourd'hui du ralentissement de l'activité économique. Des pays qu'on disait européens, capitalistes, aisés, nantis, peinent aujourd'hui à avoir des taux de croissance de 1 à 2%. Mais à la différence dans ces pays, il y a une réponse qui est apportée à cette crise. Mais aujourd'hui, il y a des réponses. On cherche des solutions. Mais au Sénégal, on est en train d'apporter des réponses. Quelles sont ces réponses? Mais je vous dis une chose. Aujourd'hui, malgré ces difficultés, on continue à payer les salaires au Sénégal, les pensions sont payées, on subventionne. Les recettes ordinaires du Sénégal ont bondi de presque 500 à 600 milliards du temps avant alternance à presque 1300 ou 1800 milliards de francs CFA. C'est un effort interne qui est fait. Mais que les Sénégalais n'ont pas ressenti dans leur poche et dans leur vie quotidienne. Mais écoutez, l'emploi aujourd'hui, les entreprises, on devait avoir des entreprises citoyennes et patriotiques. Ces entreprises ont eu à bénéficier d'énormes incitations fiscales, mais sans contrepartie. Je vais vous donner deux exemples. L'imposition sur la fiscalité, sur le résultat, est passée de 33 à 25%. Mais qui en a essentiellement profité, c'est les grandes entreprises qui sont dans des marchés captifs. La cimenterie, les télécommunications, les structures de BTP. Mais ces gens-là, de fait, ont des monopoles. Donc, qu'on leur défiscalise, qu'on ne leur défiscalise pas, ils gagnent de l'argent. Quelle est la pertinence de leur donner 25% alors qu'ils doivent payer 33%? Il y en a une des entreprises qui a fait un résultat net avant impôt de 288 milliards. Et en le faisant, vous le saviez? Est-ce que c'est pas... Attendez, non. L'avoir fait? Moi, aujourd'hui, je fais partie de ceux qui ont eu à l'Assemblée nationale à en parler avec les ministres, qui aujourd'hui dans les dispositions, dans les bonnes dispositions pour revenir à tout cela. Mais mieux encore, le président de la République a demandé à ce qu'on interdise les exonérations. Il y a une entreprise qui est dans la cimenterie, qui va faire son retour d'investissement en moins de 3 ans d'existence, sans que l'État n'y touche un copec. Qui avait négocié ces contrats-là? Mais ce n'était pas les gens de l'alternance, c'était l'ancien régime. Aujourd'hui, cette entreprise a des actionnaires qui sont rentrés dans leur fonds il y a 1 an et demi. L'État du Sénégal, jusqu'au moment où je vous parle, Alassane Samba Diop, ne touche pas 1 centime de cette entreprise. Vous pensez que c'est sérieux? Le président de la République a donné des instructions pour qu'on revienne sur la totalité de ces filouteries. Quelque part, excusez-moi du terme. C'est-à-dire, voilà des efforts extraordinaires pour simplement permettre à ces entreprises d'avoir des cash flows pour réinvestir et créer des emplois. Ils ne l'ont jamais fait. Est-ce que ce n'est pas votre travail justement d'obliger on est en train de revenir sur tout cela. Ces incitations qui n'ont aucun impact sur l'emploi des jeunes, mais qui coûtent aussi au trésor public alors que l'État a à faire face à des investissements. Nous allons revenir sur tout cela et ça a été décidé. Le président de la République a donné des instructions. Le ministre de l'Économie et des Finances est en train de travailler là-dessus. C'est des résultats probants qui vont sortir très prochainement. Ensuite, Alassane, il y a un problème. Le ministre de la formation professionnelle, sous l'autorité du Premier ministre et des instructions du président de la République, mais a un programme, il m'a agréablement surpris, Sakho. Mais il a un programme ambitieux, extraordinaire. Parce qu'au Sénégal, nous confondons deux choses. Le chômeur du demandeur d'emploi. Et chômeur, celui qui a une qualification mais qui ne parvient pas à trouver un emploi. Mais aujourd'hui, on a plus de demandeurs d'emploi, c'est-à-dire non qualifiés, que de gens qui sont qualifiés. C'est le système scolaire qui nous a mis dans un carcan. L'ambition, c'était d'avoir un bac, comme Alassane Samba Diop, aller faire du journalisme, etc. Tout le monde ne peut pas être journaliste. Les gens ont eu 12 ans pour le faire. 12 ans pour rectifier le système. Non, il faut aujourd'hui mettre l'accent sur la formation professionnelle. Il faut des emplois qualifiants. Et ensuite, mais le patronat doit être aussi un patronat citoyen qui s'implique concrètement sur cette réception. Mais nous constatons aujourd'hui, d'abord parce que c'est une politique libérale, je suis désolé, il faut qu'ils reviennent là-dessus, c'est des choses dont je ne suis pas d'accord.
il faut aujourd'hui contraindre ces entreprises-là à éviter les contrats à durée déterminée. Mais on me dira que oui, parce que nous avons signé des relations avec... Le problème, c'est pas de constater les choses qui sont là. C'est quelle est l'action qui a été faite pour changer ces choses. On est en train de le changer. Je vous ai dit tout de suite que le ministre Sakho a un programme à court, moyen et long terme. Actuellement, il est en train de former des gens à des emplois qualifiants. Et il se trouve qu'il y a 3000 jeunes qui vont être embauchés dans les secteurs de l'électricité, de la quincaillerie, de la plomberie, mais des choses immédiates dont je vous parle. C'est un programme qui est bouclé. J'ai eu à critiquer, moi, les structures d'appui à la promotion des jeunes, parce que pour moi, c'était un échec. On leur a donné énormément d'argent, mais les objectifs qui ont été atteints me posent problème. Je suis resté sur ma faim. Je suis resté sur ma faim. Mais il y a eu un conseil interministériel, le président a demandé au Premier ministre de prendre des dispositions idoines. Il y a un conseil de surveillance et on est en train de revenir sur tout cela. Nous allons mettre l'accent sur les emplois à haute intensité de main-d'œuvre. À 3 mois des élections, est-ce que c'est pas une gouvernement politicienne? Mais pas du tout. Un État a des préoccupations de court, moyen et long terme. Donc il se trouve que ça fait partie du panier. C'est pas pour rien qu'on est en train de voter le budget à l'Assemblée nationale. Ce budget qui a été validé à l'Assemblée nationale, mais il faudra forcément l'utiliser. Qui fait la part belle aux institutions de la République, surtout à la présidence de la République, 90 milliards de francs CFA, les gens pas de train de vie de l'État qui est dispendieux. Alsan, est-ce que vous savez combien de services sont rattachés à la présidence de la République? Mais tout ce qui est en train d'être fait aujourd'hui par l'APIX, les déguerpissements, les subventions, les dédommagements, ils sortent d'où? Mais du budget de la présidence de la République, Alsan. Il y a mais l'agence de sédentarisation des marchands ambulants est par exemple rattachée au secrétariat général de la présidence de la République. Ils posent des actes. Ils sont en train, aujourd'hui Petersen, en moins de 3 mois, ils vont leur permettre de rentrer. Il y en a d'autres qui seront réinstallés la semaine prochaine. Mais vous le savez, même si c'est en ce moment le budget qui est actuel à la présidence, il y a des Sénégalais aujourd'hui qui n'arrivent pas à se soigner devant les hôpitaux, qui n'ont pas les moyens de se soigner parce qu'ils n'ont pas d'argent pour se faire soigner. Aujourd'hui, quand vous êtes malade au Sénégal, vous risquez votre vie parce que l'État du Sénégal n'assiste pas les Sénégalais dans ces secteurs de base. Mais en Italie récemment, des Sénégalais sont morts parce que simplement par manque d'assistance. Aujourd'hui en Grèce, les Grecs ne peuvent plus se soigner chez eux. Et je ne souhaite pas que ce qui se passe en Grèce se passe au Sénégal. Parce qu'aujourd'hui, cette solidarité... Pas des Sénégalais, pas des Grecs et des Italiens. Non, je vous dis, on a aujourd'hui au Sénégal quelque chose d'extraordinaire, c'est le Malano Soutouré, cette solidarité qui fait que... J'ai été le premier à dire que le plan Sésame était une chose extraordinaire parce qu'il permettait aux gens de plus de 60 ans de se soigner. Mais personne n'est philanthrope. Il y a eu des actes qui ont été posés qui ont aujourd'hui des conséquences néfastes. Je vous donne un exemple. Le problème de l'hôpital général de Graïf. Il y a 3 fois plus d'administratifs que de techniciens à l'hôpital général de Graïf. Mais c'est inadmissible. C'est un échec. L'essentiel de l'argent qui doit être utilisé aujourd'hui à avoir un plateau technique est utilisé pour payer des salaires. Qui a posé ces actes-là? L'hôpital général de Graïf date depuis combien d'années? Mais quand un directeur général pose des actes de gestion qui ont des conséquences sur les populations, mais en quoi la responsabilité du gouvernement? Le gouvernement a 12 ans pour rectifier les choses. Mais il y a quelque part où on a rectifié les choses, Alsan. Le Parti socialiste a été battu en 2000 pour qu'on change les choses. On ne peut pas continuer toujours à rejeter tout sur la responsabilité de ceux qui étaient là. Non, je n'ai pas rejeté tout. Qu'est-ce que c'est là ce qu'ils sont là en train de faire? Il y a aujourd'hui une culture et des réalités qui sont là. C'est la raison pour laquelle le président de la commission de santé à l'Assemblée, vous l'avez entendu, a dit qu'il penchait pour la privatisation de l'hôpital général de Graïf. Je ne partage pas ce point de vue. Je pense qu'il y a une possibilité de réarticuler ce qui se passe à Graïf. L'excédent, faire des contrats au trop-plein de personnel qui est là-bas, me permet d'aller faire ailleurs autre chose. Mais relever le plateau technique de l'hôpital général de Graïf pour en faire aujourd'hui un CHU ouest-africain qui va se spécialiser sur les opérations de prostate qui sont devenues une réalité, sur une chirurgie, une médecine fine qui va permettre d'avoir énormément d'argent pour soutenir les autres hôpitaux qui vont continuer à être des hôpitaux qui vont recevoir tout le monde. L'hôpital qui est en train d'être fait aujourd'hui à Pékin, qui va certes être inauguré très prochainement, va nous permettre de désengorger énormément de choses. Mais une entreprise, pour qu'elle fonctionne, il lui faut des recettes.
les subventions ne peuvent pas tout faire. Il y a un minimum. Et cela repose maintenant le problème de l'assurance universelle de santé. Il faut qu'on réfléchisse. À l'instar de la Côte d'Ivoire et du Niger, qui comptent le faire, le Gabon l'a bien réussi. Imaginez aujourd'hui une mutuelle qui permette aux populations quand même de contribuer, ne serait-ce que symboliquement, mais par ce qu'on appelle l'effet de péréquation. Mamour Cissé et Alassane Samba Diop, qui ont des salaires qui dépassent 500 000 francs CFA, auront à apporter plus de solidarité pour permettre à Modou Gadiaga, qui est un petit tailleur ou qui est au chômage, de pouvoir se soigner. Ça, c'est une piste et on est en train d'y réfléchir. Mais est-ce qu'on peut aujourd'hui? Malheureusement, quand vous le posez, on va vous dire que oui, c'est des annonces, c'est des effets d'annonce par rapport aux élections présidentielles qui vont se passer. Mais c'est des choses qui sont en chemise. Les gens, on a envoyé des missions qui sont en train de décliner ce programme-là. Ils sont allés voir un peu partout ce qui se passe. Mais entre-temps, dans l'urgence, qu'est-ce qu'il faut faire? À défaut d'avoir une gestion bénéficiaire pour les hôpitaux, c'est pas leur vocation, d'avoir au moins une gestion efficiente. C'est-à-dire dans l'urgence aujourd'hui, Mamour Cissé, qu'est-ce qu'il faut faire quand des hôpitaux comme celui de Ourossogui, de Ndioub, de Matam n'ont même pas de morgue, où les gens n'ont pas où se soigner, les populations arrivent, elles ne peuvent pas être prises en charge, il n'y a pas d'alcool, il n'y a rien du tout. Il y a l'urgence qui est là, les populations meurent devant les hôpitaux. Mais dès l'instant que tout est prioritaire, il y a quelque part où cette réalité n'est pas la même. Aujourd'hui à Ranérou, tout le monde constate qu'on se soigne. Et même les opérations chirurgicales qui sont passées récemment, depuis une semaine, mais c'est presque sans bourse déliée. Ceux de Ranérou, moi qui connais où c'est Ranérou, mais c'est pas la porte à côté. S'ils ont la possibilité aujourd'hui d'avoir un plateau technique, mais grand bien nous fasse. Mais le problème de Ndioum se réglera en conjugaison des efforts des immigrés et de l'État du Sénégal. Parce que l'État ne peut pas être partout. Aujourd'hui, on a donné des bourses à tous les étudiants. Hier ou avant-hier, quelqu'un me disait qu'il a demandé au coordonnateur du Trésor, il avait, je pense, à décaisser 16 ou 18 millions de francs CFA. Le gars lui dit, mais non, moi je suis en train de me battre pour sortir 18 milliards pour payer les bourses. 18 milliards pour payer les bourses. Ils sont en train de gérer cela. L'autre avait des problèmes de 18 millions de francs CFA. C'est dire que tout est prioritaire. Mais si le Sénégal, moi je me demande comment on fait pour nous en sortir. Parce que c'est pas évident. Et d'autres, des grands pays, peinent aujourd'hui à être crédibles parce que simplement ils ne peuvent pas tout faire. En France aujourd'hui, le système de santé est décrié tous les jours. Les gens ont énormément de problèmes. Le déficit aujourd'hui de la caisse de sécurité sociale en France est une réalité extraordinaire. C'est ça qui fait qu'ils risquent même de perdre leur toisa. Parce que simplement, l'État ne peut plus tout faire. Ils s'en rendent compte. C'est une conjoncture. On voit le grand défenseur du régime d'Abdoulaye Wade. Il y a quelques années, on vous voyait, Mamour Cissé, très critique vis-à-vis d'Abdoulaye Wade. Est-ce que le fait que vous ayez été nommé ministre d'État a changé dans votre façon de traiter aujourd'hui le régime d'Abdoulaye Wade? Mais non, Alassane. J'ai eu à vous dire tout à l'heure qu'il y a des choses que je ne partageais pas. La privatisation de cet hôpital ne m'agrée pas. Il y a une nécessité aujourd'hui de prendre en charge correctement le problème de la jeunesse. La jeunesse sénégalaise, comme toutes les jeunesses du monde, ont des préoccupations de richesse. C'est pas bien qu'on parle d'indignez-vous. Cette indignation ne touche les États-Unis, première puissance économique du monde, touche l'Espagne, touche tous les pays européens. Donc, nous vivons aujourd'hui une crise mondiale qui fait que on ne peut pas ne pas ressentir ces effets-là. Surtout les pays sous-développés. Est-ce que votre nomination en tant que d'État n'a pas altéré votre capacité d'indignation? Non, c'est pas possible. C'est-à-dire, je peux avoir aujourd'hui le devoir de réserve, une solidarité gouvernementale. Ce que j'ai à dire, je le conseillerai et je le dirai au président de la République. On échangera. Dès l'instant qu'il y a accord sur cela, mais je suis obligé d'avoir cette solidarité parce que, comme vous le dites, je fais partie aujourd'hui d'une solidarité gouvernementale. Ce qui va changer, c'est que mes états d'âme ne seront plus extériorisés dans la rue. Je les exposerai là où il faut pour avoir une oreille attentive. C'est peut-être parce que je n'aurai pas cette oreille attentive que j'aurai à revendiquer en tant qu'allié ce devoir d'avoir ma propre responsabilité. Mais aujourd'hui, je vois tout ce que je vous dis. J'ai été le premier à le dire. Quand je dis au niveau des appels entrants, on a permis à des structures de gagner énormément d'argent. Aujourd'hui, l'État doit faire face, comme vous le dites,
aux hôpitaux de Ndioum qu'il faut mettre correctement dans les conditions, faire des pavages, faire ceci ou faire cela. Elle a besoin de ressources, mais qu'il faut aller le chercher là où il se trouve. Est-ce que les Sénégalais vont reconnaître Mamour Cissé en disant oui, Mamour Cissé hier qui était très critique, aujourd'hui il est avec Abdoulaye Wade, il a complètement changé. Est-ce que dans l'opinion les gens ne disent pas c'est l'attrait du pouvoir qui fait que les gens changent de position? Alsan, moi, alhamdoulilah, je dis, je n'ai jamais fait dans la langue de bois. Je suis têtu, c'est la raison pour laquelle j'ai toujours eu à dire que si quelqu'un partage les mêmes principes que moi, il ne peut pas avoir tout le temps le couteau à la gorge. Moi, je suis du côté de la vérité et du côté du peuple. Ça ne m'empêche pas, quand je vois des choses qui sont réalisées, de le dire. J'ai toujours critiqué parce qu'il fallait critiquer sur certains choses. Mais beaucoup de gens disent que Mamour Cissé, c'est plus un leader médiatique qu'un leader politique du point de vue de son parti. Le PSD Diandobi, les gens se demandent combien de divisions. Non. Mais le président Diandobi allait seul aux élections. Nous avons aujourd'hui, c'est pas pour rien que je disais tout à l'heure que aujourd'hui les agitateurs de l'autre camp, il y en a beaucoup qui n'ont même pas de siège. Mais aujourd'hui le président Diandobi est presque partout et nous avons des conseillers. Qu'est-ce qui peut refléter la vitalité d'un parti politique? Parce que vous êtes plus sur les médias en train de parler. Au contraire, les gens disaient, non, moi depuis combien de temps je ne suis pas sorti dans les médias? Depuis combien de temps vous ne nous entendez pas? Au départ, à la création de notre parti, il fallait exister. Donc, nous avons été un des rares, sinon le seul parti médiatiquement. Le seul parti mais on est allé aux élections. Nous, on s'est créé, en moins de 6 mois, on est allé aux élections. Je suis aujourd'hui député, non pas d'une coalition, mais de mon parti. La preuve, celui qui me remplace, c'est notre responsable, Vélingara. Vélingara, dans les régions du Sud, si on n'est pas deuxième, on a toujours été troisième, sinon on a gagné. Nous avons des conseillers municipaux aujourd'hui et des conseillers ruraux partout. Comment est-ce qu'on identifie? Beaucoup disent que le parti c'est Mamour Cissé, c'est Abbas Cissé. Mais c'est que nenni. Je vous raconte une anecdote. La fois dernière, le collectif des enseignants de notre parti organisait une manifestation au siège du parti. J'avais dit au responsable des cadres, Morsila, que je ne viendrais pas. Parce que si je venais présider cela, les médias risquaient de venir vers moi que vers le responsable du collectif des enseignants ou vers Morsila. Il m'a dit non, mais monsieur le président, vous êtes obligé de venir présider cette rencontre. J'y suis venu. Mais tous les journalistes qui étaient là-bas n'étaient pas intéressés par Matar Sarr, qui est le président du collectif des enseignants, mais par Mamour Cissé. Je lui ai dit, mais moi j'étais venu, c'était un prétexte pour présider cela, mais c'est Matar qui est le responsable. Parce que c'est le journal qui en a parlé. Parce que beaucoup pensent que vous êtes un bon client pour la presse, vous êtes tout le temps dans les médias. Donc c'est vous aussi qui devez changer. Nous avons aujourd'hui des organes qui fonctionnent. Babacar Nian, qui est le président des jeunes de notre parti, mais il ne peut pas aller dans les radios ou venir voir Alassane Samba Diop. Il est là. Si les gens ont besoin de lui, il est là. Il gère, il fait ses rencontres. Tout le monde le connaît à l'intérieur du pays parce qu'il pose des actes. Le collectif des cadres de notre parti est dirigé par Morsila, qui gère l'amicale des ingénieurs des eaux, des cadres des eaux, de l'ONAS, de la SDE et de la SONES. C'est un commissaire. Quand les gens, il est partout, il est là de façon présente. Mais quand on a un bureau politique, les gens préfèrent tendre le micro au leader. C'est des choses qui sont là. Revenons un peu à la candidature de Mme Abdoulaye. C'est avec elle qu'on avait démarré cette émission. Maître Diouf a fait une sortie fracassante en demandant que l'armée prenne le pouvoir si Abdoulaye Wade pousse sa candidature. Il y a une tournée d'indignation par rapport à sa sortie. Mais certains disent que Maître Diouf ne fait suivre que les pas d'Abdoulaye Wade. Que lui-même, en tant d'opposition, il faisait des déclarations aussi tonitruantes que cela. Elson, moi j'ai envie quand même que aussi votre discours change. Parce que ce qui n'est pas normal est inadmissible. Ce qui n'est pas admissible, il faut que ce soit inadmissible, aussi bien pour mes adversaires que pour mes amis. El Hadji Diouf est un bon ami. Ses propos m'ont indigné comme bon homme de Sénégalais. Et je pense même qu'au moment où l'on parle, il est en train de regretter cela. Mais rendez-vous compte là où il a dit cela. C'est dans l'hémicycle, un temple de la démocratie. Il y a d'autres pays africains ou d'Amérique latine que pareil propos
allait impliquer et entraîner des choses extraordinaires. Mais depuis 1948, je ne pense pas que la juge ait été inquiétée. Parce que le Sénégal est un pays démocratique. Pensez un seul instant ou sous-estimer la capacité intellectuelle de nos cadres militaires, c'est extraordinaire. Évitons de nous faire peur inutilement. Le Sénégal a besoin de sérénité et une bonne division du travail. L'armée n'a pas vocation à prendre un pouvoir, mais à servir un pouvoir civil. Mais vous pensez qu'en France, vous pouvez entendre des socialistes, parce qu'ils sont contre Sarkozy, demander à ce qu'il y ait l'intervention de l'armée? Je ne suis pas d'accord. C'est pas parce que nous sommes en démocratie qu'il faille accepter tout cela. C'est la même chose. Et le même jugement que j'ai donné Malik Noël Mbaye, je sais pas. Mais il a eu des propos outranciers, des choses inadmissibles. Et même, certainement, comme je connais Ousmane Tanordien, sa décence, sa mesure, son sens de l'État, c'est peut-être par solidarité qu'il peut être aujourd'hui avec Malik Noël Mbaye, mais dans son intime conviction, il n'est pas d'accord par ses propos et ses actes. Non! On ne peut pas dire « touche pas à ma constitution » et être le premier à fouiller du pied les fondamentaux de notre constitution. Un démocrate, on est démocrate ou on ne l'est pas. Mais quand on est démocrate, mais on accepte les règles du jeu. Est-ce que c'est là même qui sont les garants de la constitution qu'ils passent tout leur temps à fouler cette constitution au pied aussi? Alsan, je dis qu'il y a un problème. Si on me dit que j'ai changé par rapport à cela, je dis tant mieux. Parce que Alsan, moi même quand vous me disiez que j'ai toujours cru, moi, au principe essentiel de la démocratie. La constitution est sacrée. Un pays doit être stable pour qu'il connaisse ce que c'est. Abraham Layad, elle a été changée 15 fois. C'est une chose. En 10 ans. C'est une chose. Moi, je réponds à deux choses. Ce que vous m'avez dit sur M. El Hadji Diouf me peine. Mais il l'a dit dans un contexte, il l'a dit au temple de la démocratie. Ça veut dire qu'il savait ce qu'il faisait. Dans d'autres pays, cela allait créer énormément de problèmes. Et ceux qui veulent la Constitution. L'affaire de Malik Noël Seck, je vous l'ai dit tout à l'heure. Et ceux qui veulent la Constitution. C'est-à-dire les garants de la Constitution eux-mêmes, qui changent la Constitution pendant 15 fois, en 10 ans. Mais car aussi, c'est pas une violation de la loi fondamentale. Écoutez, quand les dispositions constitutionnelles le permettent, vous avez une majorité qualifiée. On peut être d'accord ou ne pas d'accord. Moi, il y a eu beaucoup de choses qui sont passées à l'Assemblée nationale que je n'avais pas voté. Et peut-être que je ne suis pas prêt à voter aujourd'hui aussi. Donc quand vous me dites que j'ai changé. Voilà, merci d'avoir été avec nous dans cette émission. Et si on en parlait, nous recevions Mamour Cissé, qui est ministre d'État auprès du président de la République Abdoulaye Wade, leader du PSD Djantbi. Merci de nous avoir suivis. Bonne fin de soirée. Au revoir. Espace et Vie, c'est la toute nouvelle émission que vous propose la TFM. Vous aurez des débats, des commentaires, des analyses, de grands reportages, des focus, des découvertes. Espace et Vie, c'est la toute nouvelle émission sur l'environnement que vous propose la Télé Futurs Médias. Qui vous parle de vos artistes. Dans chaque numéro, Totalissime s'arrête quelque part dans le monde pour revisiter le répertoire d'un artiste de renom. Biographie, discographie, clip, parcours de l'artiste, rien ne sera laissé au hasard. Alors, je vous donne rendez-vous en novembre sur la TFM et ça sera dans Totalissime.
Bonsoir à tous, bienvenue sur la TFM dans votre émission hebdomadaire Parlons Foot. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous. Le tout, c'est du foot, c'est dans Parlons foot. Alors ce soir, nous retrouvons notre invité. Monsieur Mbou, bonsoir. Ferdinand, bonsoir. On est là pour parler foot. Doukounte Cissé, je vous remercie. Voilà, donc merci de votre fidélité. Merci encore une fois. Merci de regarder Parlons Foot. Voilà, Parlons Foot, c'est fini pour ce soir. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir. Assalamu alaikum, chers téléspectateurs.